Et maintenant, c'est le tour de Sylvain Mangel. Sylvain Mangel, vous le connaissez peut-être parce qu'il a été un heureux retraité très tôt, ce qui n'est pas le cas de tous ceux qui sont plus jeunes que moi ou de mon âge, ou peut-être même un peu plus. Ah, Myriam. Je pense qu'à son âge, on ne le sera pas. Mais bon, il m'a dit que c'est parce qu'il avait commencé à bosser à 16 ans. Bon, alors on accepte. Il était bûcheron. Et aujourd'hui, il connaît toujours aussi bien la forêt et il l'explore aussi par la photographie. Je pense que vous avez certainement déjà vu ces photographies dans différentes expositions, en intérieur, en extérieur. Et puis peut-être aussi que vous avez découvert ces petits livres qui ont été écrits plutôt à destination des enfants, sur différents animaux, écrits par Marie Ulbrech, et donc illustrés par les photographies de Sylvain. Marie qui est ici évidemment, sinon je ne la nommerai pas aussi merveilleusement. Tu peux te lever aussi Marie, qu'on puisse t'applaudir un petit coup. Hein. Voilà, de jolis livres où on raconte des histoires qui sont à partir du renard, à partir de différents animaux. Et puis voilà, c'est un cadeau très sympa aussi à faire pour Noël si vous avez des enfants, petits-enfants. La page publicitaire se terminant ici. Sylvain n'est pas venu nous parler de sa photographie, mais plutôt de la forêt. En fait, j'ai discuté avec lui plusieurs fois et j'ai trouvé que c'était très intéressant sa manière d'aborder la forêt. Vous savez qu'il y a plein de manières aujourd'hui, il y a on va dire la doctrine de l'ONF qui a une manière de penser les choses, il y en a qui ne sont pas du tout d'accord, il y en a comme Sylvain qui réfléchissent d'une manière très ouverte, et je pense que vous allez apprécier sa profondeur de réflexion sur la forêt vosgienne. Et c'est bon, tu as le micro, tout va bien? Oui. Alors on peut y aller, donc sous vos applaudissements, Sylvain Mangel. Vous y étiez presque, mais il m'a dit qu'il était habitué aux Zéniths où on l'applaudissait, donc applaudissez encore plus fort. Bonsoir à tous et merci d'être venus nous écouter. Oui, la forêt. On est dans les Vosges, on est dans un département des plus boisés en France. Et finalement, ce département, il a aussi un autre attrait. La forêt, bien entendu, les lacs, les sentiers. Et on est aussi un département qui est le plus fréquenté en été comme en hiver. Ce qui crée, bien entendu, des problèmes de, je dirais, un petit peu de cohabitation entre l'exploitation forestière, entre les gens qui travaillent dans la forêt, et le grand public qui veut, lui, profiter de ce cadre-là. Eh bien ça a été un petit peu amplifié aussi au moment du Covid, où tout le monde s'est aperçu que finalement, aller dans la nature, c'était sympa. Mais malheureusement, quand on a parlé de tout ça, quand on a peut-être pas incité les gens à aller vers la nature, mais qu'on les a éveillés un petit peu à l'environnement qui était autour des villes, eh bien, on a oublié de leur dire que la forêt, c'est aussi un endroit où on produit du bois. On produit du bois et, bien sûr, eh bien, celui qui a envie de faire du VTT, il la voudrait pour lui tout seul le jour-là. Celui qui a envie de se promener à pied, lui aussi, il la voudrait tout seul, et puis il n'est pas content que le VTTiste passe sur son sentier. Et puis à côté de ça, en plus de ça, il y a les chasseurs. Et les chasseurs, eux, en plus, ils paient pour accéder à la nature et pour vivre leur passion. Alors tout ça, c'est bien difficile. On a aussi un rêve, je pense qu'il y a certains humains qui rêvent un petit peu d'avoir une forêt qu'on va appeler forêt primaire. C'est quoi la forêt primaire? Une forêt primaire comme n'est pas la forêt qu'on a chez nous, puisque notre forêt aujourd'hui, elle est un petit peu cultivée, parce qu'on a besoin du bois. Vous êtes tous assis sur des chaises en bois. Vous avez tous des habitations dans lesquelles vous avez des charpentes en bois. Aujourd'hui, on pousse aussi un petit peu à construire en bois, se chauffer au bois. Et puis à côté de ça, vous avez les gens qui disent « Ah non, couper un arbre, c'est un massacre, c'est un crime. » Ben non, en fait. Et d'un autre côté, ces gens-là, en même temps, quand ils viennent dans la forêt, ils la trouvent jolie.
Ils disent, ah ben non, il ne faut plus toucher à la forêt parce qu'elle est jolie. Pourquoi elle est jolie? Parce qu'on y a travaillé. Tout simplement. Mais on y a travaillé pas n'importe comment. Aujourd'hui, ça fait à peu près 4 siècles qu'on travaille la forêt de cette manière-là. Alors, je ne dis pas que tout est parfait, attention. Hein. Je dis juste que dans l'ensemble, une forêt, ça ne se raisonne pas à une parcelle forestière, mais ça se raisonne réellement à un ensemble de forêts. Toutes ces forêts, c'est Colbert, qui était un ministre de la marine, de la guerre à cette époque-là, et qui a dit, eh bien, on n'a pas assez d'arbres pour construire des bateaux, il va falloir mieux gérer la forêt, puisqu'à l'époque-là, on faisait des bateaux qu'en bois, il va falloir mieux gérer la forêt pour qu'on puisse avoir une pérennité dans la construction des bateaux. C'est ce qui s'est passé. Ces règles-là, elles sont toujours, encore aujourd'hui, sensiblement les mêmes. C'est les règles de gestion forestière que l'ONF applique, que les forêts soumises sont obligées d'appliquer. Les forêts soumises, c'est quoi? C'est les forêts communales, les forêts domaniales et une partie des forêts privées. On a aussi la chance, nous, dans les Vosges, d'avoir une forêt qui est à 80% soumise au régime forestier. On a 80% de forêts domaniales et communales et seulement 20% de forêts privées. Et puis, en France, c'est complètement l'inverse. Il y a à peu près 80% de forêts privées, 20% de forêts soumises. Ça, c'est sur l'ensemble du pays. On a donc cette chance-là, nous, d'avoir des forêts qui sont, entre guillemets, je dirais bien entre guillemets, bien gérées. Il y a toujours des petites exceptions. Il y aura toujours des gens qui vont me dire « Ah ben oui, mais là, il y a un tracteur qui est passé, il a fait d'énormes ornières. » Ben oui, mais bon, aujourd'hui, on a du mal à... on a quand même une forêt de production, donc on est quand même, à des moments, bien obligé d'y aller. Ça, si l'intervenant a abîmé quelque chose, normalement, il le refait. Voilà. Et donc, allez-y 1 an ou 2 ans après, et vous verrez pratiquement plus de stigmates. C'est pareil, on nous dit aussi aujourd'hui, on nous dit, ben oui, mais vous avez coupé des arbres à tel endroit, vous avez laissé toutes les branches, c'est dégueulasse, et, pardon, c'est pas propre, et on a du mal de se déplacer. Alors ça, c'est arrivé aussi parce que, après la tempête de 1999, on s'est aperçu que, après avoir laissé toutes les branches en plan, parce que quand il arrive une tempête comme ça, on est obligé de se dépêcher d'extraire les bois de la forêt, de façon à ce que les bois ne dépérissent pas. Le bois, ça dépérit, c'est un denrée périssable, ça pourrit moins vite qu'une tomate, c'est sûr, mais au bout d'un certain moment, ça va quand même pourrir. Donc on a sorti les bois très rapidement. On a laissé les bûcherons, c'est vrai, on a laissé toutes les branches en plan, on a tout haché comme il faut, ça posait au sol. 1 an après, on s'est aperçu finalement, d'une part, que les branches pourrissaient plus rapidement quand elles étaient au sol, et d'autre part, que ça créait de l'humus. D'accord? C'est ce qui se passe dans une forêt primaire. Une forêt primaire, elle va s'auto-réguler, parce que la durée de vie d'un arbre chez nous, c'est à peu près 2 siècles. Donc, dans 2 siècles, on aura une forêt primaire. Si on fait ça, si on ne touche plus à rien, on aura une forêt primaire. Cette forêt-là, il y aura des arbres qui vont tomber, qui vont pourrir, qui vont générer de l'humus. Sur cet humus-là et sur ces arbres pourris, il va y avoir d'autres arbres qui vont pousser, et c'est comme ça que ça se régénère naturellement. Dans la gestion forestière actuelle, on gère soit en futaie jardinée, soit en futaie régulière. Ça veut dire qu'on va, à l'intérieur de la même parcelle forestière, avoir toutes les classes d'âge des arbres. Un sapin, il va pouvoir être seulement né, avoir 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis à côté de ça, on aura des arbres qui auront 150, 200 ans, qu'on va appeler les porte-graines. Ces arbres-là, on va toujours en laisser des vieux, qui vont ramener
des graines, et ces graines-là vont germer au sol. C'est comme ça que vous voyez la plupart de nos forêts. Et puis il y a une troisième catégorie de forêt qui va être la culture d'arbres. D'accord, hein, des plantations systématiques où on a tout le même âge, tous les arbres ont tous le même âge, et arrivé à 60, 80 ans, quand on va vouloir récolter, on va tout couper, on va repiquer. La meilleure solution, c'est quand même l'affûter jardinier. On est dans une région où ça se prête vraiment très très bien à faire ça, et ça marche très bien. Vous savez qui choisit un arbre à couper? Celui qui choisit l'arbre à couper, c'est le garde forestier. D'accord? Voilà comment, après, sont faites les choses. C'est-à-dire que le garde forestier va passer dans la forêt et lui, il va désigner des arbres à couper. Alors, on ne désigne pas au hasard. Normalement, justement, et pour avoir les plus beaux arbres au bout de quelques années, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire de la sélection. C'est-à-dire qu'on va enlever celui-là parce qu'il est fourchu, celui-là parce qu'il est tordu, etc. On va essayer aussi d'équilibrer l'espace entre les arbres. L'ONF, normalement, fait ça très bien, et puis, après, on coupe ces arbres-là. Le fait de couper des arbres dans ces forêts va faire des puits de lumière. Dans ces puits de lumière, on va avoir, comme vous le voyez sur la photo, en fait, vous voyez des arbres qui sont matures, et derrière, vous avez en dessous, vous avez des petits arbres qui sont revenus tout à fait naturellement sur le sol. Normalement, tout ça, c'est soumis à des règles de durabilité. Donc, c'est ce que je vous explique. On a toujours des vieux arbres qui donnent des graines. On a toujours des arbres qui sont récoltables au milieu de tout ça. Et au fur et à mesure, on a des forêts bien mélangées. Quel est l'usage de nos forêts? Quel est l'usage des arbres qu'on va couper dans nos forêts? Eh bien, à 80%, on va faire de la charpente. On est dans des forêts qui sont à 70% résineuses sur les Vosges, donc on va faire de la charpente. Dans le même arbre, on ne va pas faire que de la charpente. Dans tous les arbres, on va avoir toutes les classes de qualité. Dans le pied d'un arbre, on va pouvoir faire de la menuiserie sur les 2, 3, 4 premiers mètres d'un beau sapin sans nœud, sans rien au pied. On va faire de la menuiserie. Tout ça, on va faire des huisseries, on va faire des portes, des fenêtres, etc. Derrière, on va faire de la charpente. Et après, derrière ça, on va faire ce qu'on appelle du calage. C'est de la caisserie pour l'industrie. Ou alors, on va faire aussi du coffrage pour les constructions, etc., etc. Et au bout de la chaîne, arrive seulement le bois qui est destiné à faire du papier. C'est aussi un petit peu pour casser des idées reçues que je vous dis ça, parce qu'en fait, souvent, pas souvent, mais quelquefois dans les médias, vous allez pouvoir entendre qu'on a coupé un arbre pour faire du papier. Ben non, on ne coupe pas un arbre exprès pour faire du papier. Ça, c'est vraiment extrêmement rare. On coupe exprès un arbre pour faire du papier quand on va faire une éclaircie, pour favoriser la pousse des arbres qui sont trop serrés l'un contre l'autre. À ce moment-là, on va pouvoir en enlever. Mais ça, c'est un très faible pourcentage sur la quantité de papier. D'ailleurs, aujourd'hui, on en fait de moins en moins, puisqu'on importe nos pâtes à papier, et on ne fait pratiquement plus de papier avec les déchets, avec les sous-produits du bois. Mais les sous-produits du bois, ils sont quand même utilisés. Parce qu'on va faire avec les sous-produits du bois, aujourd'hui, des pellets pour vous chauffer. On va faire des panneaux de bois comprimés, OSB et autres. Tout ça, c'est fait avec les sous-produits du bois. Et donc, c'est bien la preuve que tout le bois qui est coupé dans la forêt, il est coupé pour être utilisé et pas uniquement pour dire on va juste couper des arbres. Tout ça, dans nos forêts, on a un énorme enjeu économique parce qu'on a des scieries qui signent au bois. Mais on a aussi des problèmes dans nos forêts
avec les scolites. La photo que vous voyez là, c'est donc des arbres, vous savez, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a 5 ou 6 ans, on a eu une énorme épidémie de scolites. Cette épidémie de scolites, déjà, ce qu'il faut comprendre aussi chez le scolite, pour le scolite, c'est en fait que le scolite, c'est pas quelque chose qui est arrivé là, il y a 5 ou 10 ans chez nous, et qui, tout d'un coup, arrive comme une maladie, en fait. C'est vrai que ça entraîne des maladies dans les arbres, mais le scolite, il existe depuis des millions d'années. Ça a toujours existé. Moi, de toute ma carrière, tous les ans, j'ai coupé des arbres scolités. Mon père, qui était bûcheron bien avant moi, me disait qu'en 1967, il y avait eu une énorme épidémie de scolite aussi dans les Vosges, et cette épidémie de scolite avait fait autant de dégâts que celle qu'on vient de vivre. Donc vous voyez que ce n'est pas nouveau. Le scolite, ça existe depuis des milliers, voire des centaines de milliers d'années. Le scolite, lui, c'est un insecte, je ne sais pas si vous savez, mais je vais vous expliquer rapidement. Le scolite, c'est un insecte qui, lui, va être simplement opportuniste. Le scolite, il y a X, 5, 10, au moins une dizaine de scolites différents. Chaque essence d'arbre, pratiquement, a son scolite, son insecte, l'insecte qui va plus facilement l'attaquer. D'accord ? L'épicéa, qui est le plus fréquemment attaqué par l'insecte, l'insecte qui l'attaque s'appelle l'hypstypographe. Cet insecte-là, lui, il va juste être opportuniste. Si l'arbre est faible, et c'est ce qui s'est passé il y a quelques années avec les sécheresses à répétition et les canicules à répétition qu'on a vécu pendant 3 ans, l'insecte, lui, va être opportuniste. Il va attaquer un arbre faible, il va pouvoir l'attaquer. Pourquoi ? Parce que l'arbre n'est pas en mesure de réagir. Si l'arbre était en mesure de réagir, tout simplement, il produirait de la résine, il noie l'insecte, et l'histoire s'arrête là. C'est pas ce qui s'est passé avec les sécheresses et le stress hydrique que les arbres avaient vécu il y a quelque temps. Et ce qui s'est passé, c'est que au lieu d'avoir un cycle de reproduction chez cet insecte, c'est 5 semaines. Au lieu d'avoir un cycle de reproduction par an, eh bien, il y a 5 ans, il y a eu 5 cycles de reproduction. C'est exponentiel, c'est monstrueux, et c'est pour ça qu'on n'a pas réussi vraiment à endiguer cette épidémie. Après, l'arbre, lui, le bois en lui-même, dans les 6 à 8 premiers mois, il est encore de bonne qualité. Il part en charpente de la même façon. Il est un peu déprécié au niveau de la couleur, mais derrière, il est vraiment utilisable en charpente comme les autres. Après, forcément, ce qui se passe, c'est qu'il va commencer à se dessécher, il va devenir cassant, au bout de 6 à 8 mois, il va devenir cassant et il perd de qualité dynamique, et à ce moment-là, il n'est plus utilisable en charpente. Ce qui fait que finalement, on a eu à ce moment-là un surplus de bois qu'il fallait vendre, et quand on dit que c'est un drame de vendre nos arbres aux Chinois, eh bien là je peux vous dire que finalement le fait de pouvoir vendre aux Chinois faisait qu'on arrivait à expédier et vendre une grosse partie des arbres qui ont été scolités, parce que si on n'avait eu que nos scieries n'étaient pas capables de gérer un tel volume à ce moment-là. Et bien sûr, on peut un petit peu arroser les arbres arroser le bois pour qu'il soit mieux conservé. Par contre, ça dure 2-3 ans. Au bout de 2-3 ans, on a le même problème. Il y a quand même le bois qui pourrit, même s'il est bien arrosé. Et donc, ça veut dire juste que finalement, le scolite et l'économie, eh bien, si on n'avait pas eu l'étranger pour le faire, on n'aurait pas réussi à le faire. En 99, on a eu aussi une très très grosse tempête, tout le monde s'en souvient. Il y a eu des millions de mètres cubes qui sont tombés en France. Alors on a parlé de catastrophe écologique à ce moment-là. Franchement, personnellement, je ne pense pas que ça a été vraiment
une vraie catastrophe écologique. Par contre, là, ça a été une vraie catastrophe économique, parce que les arbres qui valaient très cher étaient vendus, qui valaient jusqu'à 80 euros le mètre cube, étaient vendus sur pied à 5 euros le mètre cube à ce moment-là. Et donc, ça, c'est sûr que économiquement, c'était très grave. Et par contre, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'à ce moment-là, on a été 3 ans sans couper un seul arbre. 3 ans sans couper un arbre, ça veut dire que la forêt, et c'est pour ça qu'au départ, je vous disais, il faut raisonner une forêt dans l'ensemble d'un territoire et non pas dans une seule parcelle forestière. Et donc, en 3 ans, on n'a pas coupé d'arbres frais, mais en 1 an et demi à 2 ans, la forêt avait produit la totalité de ce qui était tombé pendant le coup de vent de 99. Donc, oui, on a des forêts auxquelles on tient. Oui, il faut continuer à les exploiter de cette manière-là et surtout prendre bien conscience qu'aujourd'hui, en fait, eh bien, on n'arrivera jamais à avoir une forêt primaire dont certains rêvent. Mais surtout, il faut comprendre aussi qu'il faut que tout le monde soit compréhensif sur le pourquoi du comment on coupe un arbre. Ça a été vraiment quelque chose qui m'a tenu à cœur pendant toute ma carrière, parce qu'on a toujours eu des heurts avec les gens qui voulaient profiter de la forêt, mais qui étaient en forêt pour le loisir, et ils ne comprenaient pas pourquoi on coupait un arbre. Maintenant, j'espère que je vous aurai un tout petit peu éclairé sur notre métier, sur la façon de gérer les forêts en France. Et dites-vous bien que vous pouvez toujours aller en forêt, et si vous rencontrez des professionnels, allez discuter avec eux et ne vous y opposez pas, parce que si les forêts sont comme elles sont aujourd'hui, on y met la main, et donc c'est un petit peu aussi pour ça que vous pouvez en profiter. Une forêt primaire, vous ne pourrez pas y aller. Une forêt primaire, au bout de 50 ou 80 ans, elle sera dangereuse pour vous, parce qu'il y aura des arbres qui risqueront de vous tomber dessus tout le temps. Donc, continuez à profiter et essayez de nous comprendre aussi.